Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais t'amener à changer ta vision des choses. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler des bonnes et des mauvaises émotions. Alors pour ceux qui ont la ref, je ne parle absolument pas des bonnes et des mauvaises situations. Dans ce podcast, je vais te prouver qu'il n'existe aucune émotion positive ou négative. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, à le partager, le liker et à commenter. Alors pour comprendre la connotation d'une émotion, il faut d'abord la définir. On définit une émotion comme une réaction psychophysiologique à un stimulus et qui ne dure que quelques secondes, voire quelques minutes seulement après son apparition. C'est en ce sens qu'on la différencie d'un sentiment qui, lui, va durer plus longtemps, de quelques heures à quelques années. Autrement dit, une émotion est une réaction directe à un événement que l'on va ressentir à la fois dans notre corps et dans notre cerveau. Et les émotions, on les connaît tous. On va retrouver la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. À part la joie et éventuellement la surprise, on a souvent tendance à considérer que les autres sont négatives car elles nous font éprouver des choses qui vont être désagréables ou qui nous amènent à vivre des situations difficiles. Alors il est important de savoir que depuis quelques années maintenant, il y a beaucoup de psychologues, de neuropsychologues et même d'autres scientifiques qui travaillent sur les émotions. Donc en plus de ces 6 émotions de base, on va en retrouver d'autres que l'on va appeler des émotions secondaires parce qu'elles peuvent être en fait la combinaison de plusieurs émotions de base que nous avons évoquées avant. On va y retrouver par exemple la gratitude, la jalousie, l'embarras, le désespoir, etc., etc. C'est d'ailleurs ce qui est amené aussi par le psychologue américain Ekman, qui a également travaillé sur le projet d'animation de Vice Versa qui est sorti pour le premier en 2015. Alors nous, dans ce podcast, on va uniquement se baser sur les émotions dites primaires, sur les 6 émotions de base, par rapport à la définition que je vous ai donnée juste avant. Et si nous ressentons des émotions, eh bien, c'est forcément qu'il y a une raison et cette raison est principalement sociale. En fait, les émotions nous servent à connaître l'état dans lequel la personne avec qui nous interagissons se trouve et on va pouvoir évidemment lui répondre de manière plus adaptée en fonction de l'émotion que l'on va comprendre, que l'on va ressentir chez elle. Je vous laisse tout simplement imaginer une situation où vous êtes seul, que vous ressentez une émotion et vous allez vite vous rendre compte que sans liens sociaux, les émotions n'ont pas de grande utilité. Alors bien sûr qu'il y a des cas à part, par exemple si vous prenez la peur et que vous êtes dans cette situation où vous êtes tout seul, cette émotion va certainement vous amener à adopter un comportement de survie. Alors j'espère ne pas vous perdre dans ce podcast, mais en fait pour vous aider à mieux comprendre vos émotions, je vais vous donner pas mal d'exemples, pas mal de situations pour illustrer à chaque fois mes propos. Un autre exemple que j'ai envie de vous partager pour vous aider à comprendre les émotions, ça va être le simple fait d'imaginer que là, vous êtes chez vous, vous êtes tranquillement en train d'écouter ce podcast et d'un seul coup, il y a un intrus qui apparaît chez vous. Là, vous allez certainement ressentir de la peur, de la colère, parce que concrètement, vous ne connaissez pas cette personne, vous ne savez pas comment elle a pu s'introduire chez vous et en plus de ça, vous ne connaissez pas ses intentions. Clairement, là, votre cerveau va identifier la situation comme une situation de danger. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que l'on peut quand même considérer la peur et la colère comme 2 émotions qui peuvent être considérées comme des émotions négatives? Vous vous en doutez, la réponse est pas du tout. En fait, on va plus parler d'une émotion adaptée ou non, et ce par rapport à une situation, par rapport à un contexte donné. Dans l'exemple que je viens de vous donner, c'est tout à fait légitime que de ressentir de la peur ou de la colère. Au contraire, ressentir de la joie à l'idée de faire face à un inconnu chez soi, ça va plutôt être inquiétant parce que ça sous-entend que l'instinct de survie n'est pas forcément là. Alors un autre exemple qui me tient à cœur parce que dans ce contexte, les gens ont la fâcheuse habitude de juger les émotions des autres, ce qui pour moi est totalement un manque de respect et une incompréhension. Donc on va justement travailler un peu là-dessus. C'est lors d'un deuil.
Quand je parle ici de deuil, c'est en référence à la perte d'un être aimé. Alors dans notre culture, on considère que c'est un événement de vie qui est douloureux et donc que l'on doit ressentir de la tristesse, mais sans trop la ressentir pour autant. Si elle est trop exprimée, on va se dire que la personne en fait des tonnes et que ça peut même être malaisant. Au contraire, si la personne endeuillée ressent de la colère, on peut se dire que ça va être inapproprié vis-à-vis du défunt. Et alors le pire du pire, serait de ressentir de la joie. À nouveau, ce point de vue est totalement propre à notre culture française. Parce que dans d'autres cultures, comme à la Nouvelle-Orléans, on va célébrer certains enterrements avec du jazz, avec des danses, avec des chants, qui vont avoir un accent plutôt joyeux. Parce que dans leur culture, il est plus important de se souvenir de la vie du défunt que de son décès. À nouveau, je vais mettre l'accent sur le fait que même si les émotions sont universelles, parce qu'il n'y a aucune culture qui n'en ressent pas, elles vont être exprimées et interprétées de manière différente en fonction des générations, des cultures, des traditions sociales, etc., etc. Une émotion est toujours à contextualiser. Elles appartiennent à un individu dans une culture, dans un moment de sa vie et dans une époque donnée. Et vous pouvez même prendre un même événement avec 20 individus. Ceux-ci vont avoir des expériences totalement différentes. Alors oui, on peut retrouver des similitudes entre eux, mais l'expérience, on va dire avec un grand E, est propre à chacun. Si vous prenez par exemple la situation d'un repas de famille, si mon voisin de table et moi, nous ressentons de la joie, on ne va pas forcément mettre les mêmes mots derrière notre joie et on ne va pas forcément la jauger de la même manière. Et c'est ça qui fait la richesse d'une émotion. C'est tout ce qui va en découler. Ça va être les pensées, les ressentis et même les sentiments. Parce que oui, si tu ne le savais pas, derrière une émotion, il se passe énormément de choses. Les sentiments en font partie. Alors comme on l'a évoqué tout à l'heure, un sentiment va perdurer dans le temps, tandis qu'une émotion est quelque chose qui va survenir de manière instantanée et éphémère. Pour caricaturer la différence, les émotions vont être la partie visible de l'iceberg, tandis que les sentiments vont, eux, correspondre à la partie immergée. C'est pour cette raison qu'on dit bien souvent qu'il ne faut pas répondre sous le coup de l'émotion à une situation, parce que celle-ci est, entre guillemets, superficielle. Il vaut mieux la laisser retomber et voir ce qui se cache derrière cette émotion. On va y retrouver justement des sentiments, et derrière ces sentiments, on va encore retrouver d'autres éléments que sont les besoins. Pour t'aider à mieux comprendre leurs liens, on reprend la situation avec l'intrus qui s'introduit chez toi. C'est une situation que tu as donc identifiée comme étant dangereuse, tu éprouves de la peur. Derrière cette peur, tu vas par exemple avoir un sentiment de culpabilité de ne pas avoir fermé à clé ta porte ou de ne pas avoir bien fermé une fenêtre. Tu peux aussi avoir un sentiment d'angoisse parce que tu ne connais pas cette personne ou un sentiment d'insécurité parce que tu ne connais pas ses intentions. Typiquement, derrière tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps, tu as un besoin de sécurité qui n'est clairement pas respecté dans cette situation. Et qui dit besoin de sécurité, dit simplement besoin de survie. C'est évident, bien sûr, que toutes ces réflexions, tu vas non pas te les faire sur l'instant, mais après que la situation ait été vécue. Tu ne vas clairement pas dire à cet intrus, alors attends, j'ai besoin d'analyser ce qui se passe dans ma tête et on reprend le fil de l'action après, ok? C'est un travail qui se fait après, qui se fait à froid. Et là, on va donc aborder la fameuse partie que tu dois attendre avec impatience, qui est le travail sur tes émotions, sur tes sentiments, sur tes besoins à faire. Ça peut être une partie qui peut être intéressante pour toi et en même temps qui peut te faire peur, mais ne t'en fais pas, je vais te guider dans mes explications. Et tu l'auras bien compris, il n'y a pas besoin de paniquer vis-à-vis de tout ce qui a déjà pu se passer dans ta vie. Tu peux travailler sur tes émotions pour mieux les comprendre, te comprendre par la même occasion, pour mieux anticiper certaines réactions que tu pourrais avoir et pour mieux interagir et comprendre les gens qui t'entourent. Là
où le travail se corse, c'est qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération dans l'expression d'une émotion. Tu vas avoir le contexte de la situation, comme on l'a évoqué dans les différents exemples. Tu vas avoir la culture de la personne qui vit l'émotion. Tu vas aussi avoir l'époque, parce qu'il faut s'imaginer qu'une même action, à différentes époques, va amener à différentes émotions. Par exemple, si on prend un événement, on va dire joyeux de nos jours, qui va être un mariage, parce que c'est l'union de 2 personnes qui s'aiment, on prend un mariage qui se passe, par exemple, au Moyen Âge, où là, c'était plus des mariages qui étaient faits avec un intérêt social, un intérêt financier, un intérêt militaire, de pouvoir et cetera derrière. Et ben, les sentiments, les émotions ressenties par les premiers concernés n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Alors je vous entends déjà critiquer que, bien évidemment, tous les mariages qui se réalisent à notre époque ne sont pas forcément des mariages heureux. Mais c'est important de manière générale de contextualiser quand même une situation pour mieux comprendre les émotions. Pour prendre un exemple plus récent et qui va donner un coup de vieux certainement à certains d'entre vous, durant l'an 2000, enfin avant l'an 2000, en 1999, à la fin de l'année, on avait peur justement du bug du passage à l'an 2000 par rapport à tout ce qui était les appareils électroniques. Et à l'époque, il faut s'imaginer que c'était quelque chose qui provoquait vraiment une, une angoisse, une paranoïa dans toute la société. Les gens avaient extrêmement peur de ce passage à l'an 2000. Là où aujourd'hui, concrètement, quand on a un nouvel appareil électronique qui sort, quand on a par exemple même avec l'arrivée de l'IA, même si voilà, il y a une controverse parce que ça peut faire peur à certains, ça n'empêche que tout ce qui est lié à l'informatique aujourd'hui, on va avoir une certaine joie, une certaine excitation avec tout ce qui va sortir ou au contraire, on va tellement être habitué aux nouvelles sorties qu'on va perdre un petit peu de cette joie, de la satisfaction d'avoir quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Un autre paramètre à prendre en considération aussi dans l'expression d'une émotion, ça va être le métier de la personne selon la situation. Si on prend des métiers d'aide à la personne, de sécurité, c'est des personnes qui vont être davantage formées à des situations d'urgence, à des situations entre guillemets critiques. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas les émotions, mais au contraire, ce sont des personnes qui ont appris techniquement à gérer leurs émotions. Je vous laisse imaginer une situation, par exemple, avec un incendie où tous les pompiers seraient apeurés et vous voyez à peu près le capharnaüm que ça pourrait donner. On va aussi prendre en compte l'expérience de la personne. Est-ce qu'elle a déjà vécu cette expérience par le passé ou est-ce qu'elle a vécu des situations similaires? Si c'est le cas, il faut se dire que la personne, de manière consciente ou non, de manière volontaire ou non, elle peut justement mieux anticiper ces situations et donc mieux, entre guillemets, les appréhender. Ça va rejoindre le dernier paramètre qui est important à prendre en compte, c'est le travail sur soi. Parce que oui, chose que je ne t'ai pas dit avant, c'est que même si tu travailles sur toi, ça ne va pas t'empêcher de ressentir des émotions. Ça ne va pas t'empêcher de pouvoir ressentir certaines choses. En fait, le travail sur soi et le travail sur tes émotions va te permettre d'anticiper certaines réactions que tu pourrais avoir, de mieux te comprendre et potentiellement de te rassurer vis-à-vis de certaines réactions, de certaines pensées que tu pourrais avoir. Ça peut aussi, selon ta manière de fonctionner, atténuer l'expression de tes émotions. Je vais te proposer 2 exercices pour travailler sur tes émotions. Alors tu pourrais te dire que c'est peu, mais crois-moi que c'est fastidieux comme exercice à faire. Donc, bon courage à toi. Et comme beaucoup d'exercices en développement personnel ou même en psychologie, ces exercices vont venir travailler tes émotions avant de travailler sur celles des autres. Alors, pour ce premier exercice, je t'invite à prendre un carnet où tu vas noter les 6 émotions de base, la joie, la surprise, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût. Et tu dois identifier une situation dans laquelle tu as éprouvé l'émotion en question.
Une fois que tu as identifié la situation, tu vas venir noter l'origine de la situation. En gros, le contexte dans lequel elle s'est déroulée. N'hésite pas à noter le plus de détails possible. L'heure, le jour, la météo si ça a une quelconque importance dans l'histoire, le nombre de personnes qui étaient avec toi, ce qui a provoqué en soi cette situation, etc. Ensuite, tu vas venir noter toutes les pensées, les ressentis que tu as eus. Donc au niveau des pensées, ça peut être tout et n'importe quoi. Et au niveau des ressentis, ça va être de l'ordre de, par exemple, est-ce que ton rythme cardiaque a augmenté ou a diminué? Est-ce que tu as senti une bouffée de chaleur ou au contraire un courant d'air froid? Est-ce que tu as eu un peu cette sensation de tête qui tourne? À nouveau, à toi d'identifier ce qui s'est passé dans ton corps à ce moment-là. Troisième chose que tu vas venir noter, c'est ce que tu as fait pour augmenter ou au contraire diminuer ton émotion. Et dernier élément que tu vas venir noter, ce sont les pensées et les ressentis que tu as eus suite aux actions que tu as mises en place. Le but de cet exercice, c'est de prendre du recul sur ce que tu as vécu, que tu te rendes compte réellement de ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là et d'identifier d'autres moments au cours de ta vie où tu as pu vivre intérieurement quelque chose de similaire. Ça va pouvoir t'aider à comprendre comment s'expriment les émotions chez toi, ce qui les provoque et comment l'anticiper. Si on reprend par exemple le rythme cardiaque, si tu sens à un moment donné que tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce qui se passe chez toi, mais que tu sens que voilà, ton rythme cardiaque est en train d'augmenter, tu peux te dire ah bah je sais que ça correspond par exemple à de la surprise ou à de la colère. Auquel cas, si tu as pu identifier les situations qui t'ont, entre guillemets, «soulagé», qui t'ont aidé à calmer cette émotion, tu vas pouvoir les mettre en place dans cette situation que tu vis. Et à nouveau, quand je dis anticiper une émotion, ce n'est pas l'esquiver. C'est plus de l'ordre de savoir comment tu fonctionnes et de te dire que tu as des besoins à combler. Ça t'aidera largement à vivre de manière plus facile, j'ai envie de dire, les situations émotionnelles. Même si on le répète, mais il n'y a pas de formule magique. Donc, je ne te promets aucun résultat, dans le sens où si tu ne fournis pas le travail nécessaire, justement, sur tes émotions, bah, il faut pas forcément s'attendre à des changements. Toute solution vient de toi-même. A contrario, si tu es du genre à esquiver tes émotions, à les enfouir bien, bien, bien profondément, c'est le meilleur moyen de faire un effet cocotte minute et un jour, dans ta petite vie paisible, tu vas vivre une situation émotionnelle trop intense qui va tout faire remonter et qui clairement peut être dévastatrice pour toi et ton entourage. C'est de cette manière qu'on en arrive au burn-out, à la dépression, aux angoisses, au syndrome post-traumatique, même si ce n'est bien évidemment pas la seule origine de ces troubles psychiques. En aucun cas, je ne juge les personnes qui fonctionnent de cette manière, parce que moi-même j'ai fonctionné comme ça pendant des années, mais je souhaite juste, si c'est ton cas, que tu prennes conscience du «danger» entre guillemets de vivre ainsi. Alors oui, certains arrivent à vivre toute leur vie en enfouissant bien profondément leurs émotions, mais qui te dit que ce sera le cas pour toi? Deuxième exercice que je te propose de faire, c'est d'apprendre à travailler sur tes sentiments. De manière générale, quand tu travailles sur tes émotions et sur les émotions des autres, il est toujours important de prendre du recul et de ne juger la personne à aucun moment. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on commence tout travail sur soi, mais c'est vraiment la clé. Alors la prochaine fois que tu vis une situation où l'émotion est assez forte, bah tout simplement, je t'invite à la laisser s'exprimer, à ne pas la juger, à laisser venir toutes les pensées, tous les ressentis qui viennent à toi et de vraiment la ressentir, que ce soit dans ta tête ou dans ton corps. Une fois que tu sens que cette émotion est passée, tu vas te poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Quelles pensées sont venues dans ta tête? Qu'est-ce qui a déclenché ce que tu as ressenti? Une fois que tu as réussi à répondre à ces questions, tu vas pouvoir aller un peu plus loin dans ta démarche. Sur Internet, tu as la possibilité de récupérer une roue des sentiments. Et dans ce cas-là, je vais t'inviter à chercher celui ou ceux qui correspondent à ce que tu as éprouvé dans la situation donnée.
Et la question ultime, j'ai envie de te dire, ça va être de se poser la question, à savoir: «Quel besoin as-tu besoin de combler à ce moment-là?» Alors je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, où on va reprendre tous les éléments, où on va avoir des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins sociaux. Mais on a justement le couple Marc Lasseur, qui est un psychologue, et sa femme Debra, qui est une thérapeute familiale, qui ont mis le point sur 7 besoins sociaux que nous avons tous. Nous avons par exemple le besoin d'être entendu et compris, qui va rejoindre un sentiment de considération. On a ensuite le besoin d'être reconnu pour ce que l'on fait. Là, c'est un sentiment de reconnaissance par rapport à ce que nous sommes capables d'amener dans la société. Il y a aussi le besoin d'être reconnu pour ce que l'on est. Dans ce cas, c'est un sentiment qui va se rapprocher du non-jugement, du respect par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances. Le besoin tout simplement d'être en sécurité sur les plans physiques, matériels, émotionnels et spirituels. Le besoin d'être touché physiquement parce que nous sommes des êtres sociaux, donc nous avons besoin aussi de contacts physiques, même s'ils peuvent s'exprimer de diverses manières possibles. Il n'y a pas forcément besoin que le toucher soit amoureux, soit romantique. On va avoir le besoin d'être choisi. Là, on rejoint un sentiment d'être unique. Alors, si on voulait caricaturer, c'est un peu le sentiment d'être l'élu. Et enfin, on a le besoin d'être inclus. Là, c'est un sentiment d'appartenance à un groupe social, à une culture, à une société. Même si j'adore pouvoir partager avec toi des sujets tels que le développement personnel, la psychologie, la spiritualité, je t'invite aussi à prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé, qui plus est avec un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste pour travailler sur tes émotions. Parce que je n'aurai de cesse de le dire qu'il est important de se faire accompagner quand on en ressent le besoin. Et ce, peu importe notre état émotionnel. Voilà, ça te fait déjà pas mal de travail à faire sur toi-même, mais c'est un travail ô combien nécessaire pour ton bien-être et ton épanouissement personnel. Fais ce travail toujours dans la bienveillance et dans le non-jugement. Souviens-toi qu'il n'y a pas de bonne manière de vivre, il y a juste des expériences à faire. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, je prendrai plaisir à te lire et à te répondre. Prends soin de toi et à bientôt.